m'a laissé en disant que c'était un cancer qui était à développement lent, que j'avais pas de raison de m'inquiéter. Ce laboratoire, il était déjà signalé plus de 12 fois. C'est ce qui a fait que, en fait, j'étais condamnée tout de suite parce que le temps perdu ne pouvait pas être rattrapé. Je m'appelle Alexandra et j'ai 39 ans. J'ai été très malade pendant de nombreuses années, mais ça ne m'empêchait pas d'exercer mon métier de soignante. Donc j'ai travaillé pendant plus de 15 ans sur Paris, dans un hôpital pédiatrique assez renommé. Malheureusement, et je pense que je suis une parmi des milliers, il faut savoir que les hôpitaux aujourd'hui manquent tellement de moyens pour traiter et pour faire en sorte que les soignants qui y travaillent aient envie d'y rester. Donc il y a une fuite de personnel comme partout, mais malheureusement il y a aussi des problèmes graves au niveau de la technique, c'est-à-dire que l'hôpital n'est plus équipé en termes de laboratoire d'analyse. Donc quand vous avez un problème, vous trouvez que vous avez une masse, qu'elle soit au sein, en l'occurrence chez moi c'est sur le foie, quand on m'a dit il faut faire une biopsie, je me suis dit il n'y a pas de souci, je vais avoir le résultat, on va analyser ce qu'il y a là, et j'aurai le bon traitement, je vais pouvoir être soignée. Je suis en France en 2022. Enfin, la vérité est tout autre, parce que malheureusement ce que j'ai appris bien des mois plus tard, parce que je ne comprenais pas comment ça avait pu arriver, j'ai eu des confidences de la part de certains soignants, parce que je crois que vraiment les directeurs de ces établissements-là ne sont pas encore capables d'avouer ce qui se passe, mais malheureusement, ma biopsie, mon petit bout de foie, il a été envoyé dans un laboratoire qui est privé. Et ce laboratoire, il était déjà signalé plus de 12 fois auprès de l'ARS pour incompétence, dangerosité, résultats erronés, mise en danger de la vie des patients. On m'a dit que j'avais un cancer de type gyste, qui est un cancer qu'on peut trouver entre la bouche et l'anus, donc tout le tube digestif. Bizarrement, il était sur mon foie, et chacun des praticiens qui est venu pour discuter de ça, et il y en avait 5 au total, trouvait que c'était quelque chose d'aberrant, parce que ça ne s'était jamais vu, ça n'existait pas. Je leur jette pas la pierre, parce que en fait ils sont tellement la tête dans le guidon, est tellement sous l'eau pour faire tout ce qu'ils ont à faire, que malgré cet étonnement de plusieurs personnes, il n'y a pas eu de réaction, il n'y a pas eu de maillon de sécurité qui est venu dire c'est bizarre, on est tous d'accord sur le fait que c'est improbable ce résultat, donc on va demander une contre-expertise. Elle n'a pas eu lieu. On m'a laissé avec ça en disant que c'était un cancer qui était à développement lent, que j'avais pas de raison de m'inquiéter et que j'avais tout le temps d'attendre que le chirurgien soit disponible pour pouvoir m'opérer. Cette attente, elle a été longue parce que je savais que j'avais une tumeur à partir de fin février et début mars. J'ai eu le résultat, vraiment ce faux résultat, fin mars, en mi-mars, et j'avais une proposition d'intervention sur cette masse qui à l'époque mesurait moins de 2 cm que entre juillet et août prochain. Du coup, on m'a demandé de rentrer chez moi, de reprendre ma vie, de pas m'inquiéter, et que je serais contactée pour pouvoir mettre en place ce rendez-vous. Quand on laisse du temps à un cancer dit agressif, puisque c'est le cas, puisqu'aujourd'hui en réalité on sait que c'est un angiosarcome du foie, donc c'est un cancer qui est rare, mais ça n'explique pas le fait qu'ils n'ont pas réussi à le diagnostiquer, parce que qu'il y ait des mots devant le sarcome, c'est-à-dire angio ou toute autre chose, sarcome c'est un cancer des tissus qu'on voit sur énormément d'autres cas, c'est-à-dire les enfants qui ont des cancers, des sarcomes au niveau des hanches, que parfois vous voyez souvent amputés pour essayer de leur sauver la vie, c'est du sarcome. Mais on peut avoir des sarcomes de n'importe quel endroit sur le corps. Pour moi, c'est des cellules qui sont facilement repérables pour un biologiste qui a fait ses études pour ça. Malheureusement et heureusement, moi j'ai cru, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et j'ai appelé les personnes que je connaissais, les personnes avec qui j'avais travaillé, les personnes qui m'avaient soignée pendant près de 15 ans. Ces personnes-là ont eu le même étonnement que les médecins précédents, sauf que eux, ils ont tout de suite demandé à faire une contre-expertise, à vérifier que le résultat était bien celui-là, mais de ne pas le faire au niveau du laboratoire. Quand on fait une contre-expertise, on demande un œil neuf, ce qui est tout à fait normal. Donc moi, dans l'idée, au départ, je ne pensais pas qu'il y avait une faute aussi grave. Je pensais juste qu'on demandait une deuxième expertise, parce qu'effectivement, ça paraissait assez improbable. Et c'est là aussi où ça a été dramatique pour moi en termes d'enjeu, c'est que le laboratoire a mis un temps considérable, c'est-à-dire 5 à 6 semaines, pour transmettre les éléments qu'ils avaient, c'est-à-dire les lames en plastique qu'on utilise pour regarder au microscope. Il y en avait 17, il y en a seulement 2 qui sont arrivés sur l'hôpital de Paris qui avaient accepté de prendre en charge le cancer. Faut savoir que le médecin qui a demandé cette contre-expertise, ce jour-là, m'avait même demandé de faire un scanner, et rien qu'à la vue de l'image sur le scanner, la tumeur avait déjà bien grandi, et tout de suite,
Il a parlé d'autre chose. À ce moment-là, j'ai pas vraiment entendu, mais j'ai compris que effectivement, oui, c'était pas un gentil cancer que j'avais. C'est une erreur de diagnostic et c'est une erreur médicale dans le sens où il y a plusieurs maillons dans la chaîne et des maillons de sécurité qui n'ont pas existé, qui auraient dû. C'est pas de la malveillance parce que les soignants sont vraiment là pour nous aider. C'est juste que là, ils sont sous l'eau et que ces maillons de sécurité aujourd'hui ne sont pas fonctionnels. Donc vous vous retrouvez avec des cas comme moi où je vous ai appris du coup que j'avais cette tumeur depuis février, le diagnostic, faux diagnostic depuis mi-mars. La première fois que j'ai rencontré un oncologue, c'est le 4 juillet. C'est dramatique pour ce cancer-là parce que c'est un cancer qui est extrêmement rapide, qui a une énorme propension à se métastaser partout. Je vous ai dit, ça peut être sur n'importe quelle cellule du corps, donc il va très très vite et il peut aller partout. Et c'est ce qui a fait que, en fait, j'étais condamnée tout de suite parce que le temps perdu ne pouvait pas être rattrapé. Au niveau de ce retard et cette erreur médicale, c'est tout simplement la première fois que j'ai passé cette porte le 4 juillet, que j'ai rencontré l'oncologue. Elle m'a clairement dit qu'on ne pourrait jamais parler de guérison, que mon état était très grave, qu'on allait essayer, parce que j'étais extrêmement motivée et très volontaire, on allait essayer un petit peu de chimio et se revoir au mois de septembre. C'est seulement là, il y a très très récemment, il y a moins de 10 jours, où j'ai appris qu'en fait il n'y avait aucune réponse au niveau du cancer, c'est-à-dire que les 4 tumeurs ont doublé. On a décidé d'arrêter les soins. Je suis donc en soins palliatifs. Si je leur demande combien de temps j'ai devant moi, ils me disent quelques semaines pour certains, quelques jours pour d'autres, et pour les plus optimistes, quelques mois si ça arrive à rester à peu près calme. Je ne pense pas voir la fin de l'année à venir. Le très très urgent, c'est surtout que les Français prennent conscience que la santé gratuite, entre guillemets, ou bien égale, c'est-à-dire en soi, en termes de délai, de compétences, de qualité, peu importe où vous vous trouvez sur le territoire, aujourd'hui, ça n'existe pas, ça n'existe plus. Je vois que dans certains regards ou dans certaines pratiques médicales ou paramédicales, je me rends compte qu'en fait, on ne prend pas du tout en considération le bien-être. Au moment où moi, je me suis retrouvée de l'autre côté de la barrière, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on traite les gens de cette manière, alors qu'en pédiatrie, on est capable de gérer la douleur, on est capable de gérer leur stress, on est capable d'avoir tous les aidants, c'est-à-dire le papa, la maman. Dans mon service, ils pouvaient dormir H24 et rester avec nous autant qu'ils voulaient. Il y avait un lien qui se tissait entre le personnel et les malades. Et c'est vrai que chez l'adulte, j'ai eu beaucoup de mal à retrouver ça. Il y a un état de crise tellement important dans le monde du soin que c'est plus question du tout de s'interroger si le malade il est bien ou pas bien dans son corps ou dans son esprit, quand on a des maladies chroniques ou quand on a des maladies comme le cancer, comme ce que j'ai en ce moment. C'est pourtant extrêmement important, mais aujourd'hui, ils peuvent plus. Et c'est pas de leur faute, hein. Attention. On entend beaucoup dire que la crise du Covid a pu avoir un effet vraiment dramatique sur le système de soins en France, parce qu'en plus on a les médias qui nous disent que globalement c'est une réponse qui a été mondiale. Mondialement, il y a un problème au niveau du soin aujourd'hui. De mon côté à moi et de ce que je connais là à ma place, à la fois de soignante et de soignée, je dis que non. Je dis que la pandémie du Covid a joué son rôle, effectivement, mais c'était un rôle d'accélération. Mais de toute manière, on serait arrivé à cet état de crise peut-être d'ici 2-3 ans. Ça a juste raccourci l'échéance de la chute, mais l'hôpital était déjà en train de tomber, ça c'est une certitude. C'est dû à un manque d'investissement depuis pratiquement 30 ans, d'un point de vue de nos gouvernements, de nos politiques. On a cru que c'était quelque chose d'acquis, et du coup on a arrêté de se battre pour avoir des choses un peu mieux que ce qu'on avait. On s'est contenté, parce qu'on dit on a tout, je crois que je l'entends encore dans la bouche de beaucoup de personnes, qui disent que le système de soins en France est le meilleur au monde. C'est triste parce que j'en faisais partie et parce que l'hôpital c'était ma maison, mais je peux plus entendre ça parce que c'est pas vrai. Il y a des choses qui se passent en termes de maltraitance qui sont liées à l'institution, mais aussi en termes de maltraitance qui sont liées aux individus parce qu'eux-mêmes sont en souffrance grave. Donc je pense que le vrai souci, c'était le manque d'investissement financier, ce qui a engendré du coup des mises en retraite qui n'ont pas été remplacées au niveau administratif, donc des secrétaires qui disparaissent. Donc vous imaginez que la charge de travail qui retombe, elle est énorme sur celle qui reste. La pression devient énorme, ce qui fait que celle qui reste peut aussi décider de complètement changer de vie et de faire une reconversion professionnelle. En termes de soignants à proprement parler, toutes professions confondues, on a eu ce même effet, c'est-à-dire que on savait qu'à l'époque où on est là,
nos médecins généralistes, certains grands praticiens allaient approcher de l'âge de la retraite et on n'avait pas suffisamment ouvert les portes de la faculté pour pouvoir les remplacer. Et au niveau de ma profession à moi d'infirmière ou de celles qui sont encore sur les côtés, c'est-à-dire les kinés, les ergos, les orthophonistes, enfin c'est la même chose. On se rend compte qu'il n'y a plus assez de monde par rapport à la population. Et ça, c'est un vrai danger parce que quand vous avez, imaginez un département, je prends la Sarthe comme exemple, c'est 515 000 habitants. Il y a eu une période, c'est la vérité, donc je le dis, il y avait plus de 10 mois où à un moment donné, pour 515 000 habitants, il y avait seulement 2 lignes de SMUR. Ça veut dire qu'il y avait 2 camions qui étaient capables de venir jusque chez vous pour vous sauver la vie. Et dans un délai qui pouvait être quand même déjà bien augmenté, puisque vous imaginez bien que s'il y a 3, 4, 5 urgences en même temps, bah, votre urgence à vous, elle finit par attendre, alors que vous étiez en urgence vitale, vous pouvez soit en mourir, soit avoir des séquelles graves. Et donc, on remédie à ça en essayant de transformer, de faire évoluer un peu les professions et les droits d'exercice de chacun, mais ça va prendre énormément de temps, et sans investissement financier de la part de nos gouvernants, je pense qu'on n'y arrivera pas. Toute cette situation, elle est dramatique pour l'ensemble de la population et elle l'a été bien évidemment pour moi. Ça ne change pas le fait que je sois infirmière ou que j'ai un certain nombre de connaissances dans ce milieu-là. En réalité, aujourd'hui, il n'y a pas de passe-droit, il n'y a plus rien qui existe parce qu'il y a vraiment plus de matériel, il n'y a plus de personnel et surtout il n'y a plus d'argent. Mon service, on travaillait avec des bulles, c'était des bulles géantes, on mettait l'enfant dedans et on pouvait y rentrer jusque-là seulement. L'enfant était mis dans une bulle pendant plusieurs mois. Je sais que cette prise en charge-là paraît peut-être ancestrale et c'est ce qu'on a voulu faire croire aux nouvelles arrivantes dans mon service, mais simplement la vérité, pourquoi on a arrêté d'utiliser ces bulles, c'est parce que la PHP ne pouvait plus payer les factures de réparation des bulles, alors qu'elles étaient reconnues pour vraiment préserver l'enfant des microbes et pouvoir lui garantir vraiment une réussite dans sa prise en charge. Donc c'est vrai que moi, personnellement, ça m'a impacté au niveau de ce que je ressentais et de ma manière à travailler. Je trouvais que déjà les choses étaient trop bancales à mon sens, parce que ce métier-là, on le fait par vocation, on le fait parce qu'on veut aider les gens, et j'y arrivais plus comme avant. Et encore, je vous parle de ça, c'était il y a 5 ans, parce que malheureusement, ça fait 5 ans que j'ai dû arrêter de travailler, pour moi-même subir une greffe de moelle osseuse et être mis dans ces espaces un peu protégés. Ce qui aujourd'hui est plus dramatique, c'est que j'ai eu cette prise en charge, j'ai eu la chance de l'avoir et je suis pas sûre qu'en fait quelqu'un dans le même état que moi l'année prochaine pourrait bénéficier de cette prise en charge de manière aussi rapide, avec des gens aussi compétents et avec des soins d'aussi bonne qualité. Le message, il est là. Il faut que vous ayez conscience que votre droit actuellement, que vous pensez acquis, si jamais demain vous avez un accident de voiture ou vous avez un AVC ou on vous découvre une maladie, malheureusement la vérité elle est dure, mais elle est celle-là, c'est pas sûr que vous ayez les meilleurs soins dans ce pays aujourd'hui.